Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Le pape François ne cesse de dénoncer, vous le savez, la corruption, les pots de vin, l'arrogance et même l'opulence de certains prélats et religieux. Il s'est donc lancé dans une opération main propre qui touche aussi la Banque du Vatican, à tel point que certains juges antimafia ont publiquement exprimé leur inquiétude pour le Saint-Père. Nous avons donc intitulé cette émission très simplement « Le pape contre la mafia » et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. Isabelle de Gaumain est journaliste, vous êtes responsable du site internet du journal La Croix. Vous avez été envoyé spécial à Rome pour ce dernier et votre livre Qu'arrive-t-il à l'Église aujourd'hui est paru aux éditions Lumen Vitae. Fabrice Rizzoli est chercheur associé au Centre français de recherche sur le renseignement. Vous êtes le représentant de l'association Libera en France. Libera regroupe 1600 associations anti-mafia en Italie. Vous êtes l'auteur d'un petit dictionnaire énervé de la mafia aux éditions de L'Opportun. Eva Morletto est-elle journaliste italienne. Vous êtes notamment la correspondante en France de l'hebdomadaire Famiglia Cristiana. Vous êtes aussi une spécialiste de la mafia et des narcotrafiquants. Enfin, Stéphane Quéré est criminologue, chargé de cours sur les menaces criminelles à l'Université Paris 2. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont un consacré à la 'ndrangheta, à la manufacture des livres. Citons aussi les Planètes Mafia chez le même éditeur. Ce sera ma première question, peut-être, Isabelle de Gaumain. Inquiète-t-il, je vous parle du pape François, inquiète-t-il réellement, d'après vous, la mafia ? Non, oui et non. Non, parce qu'il la vise quand même pas directement. Hein. Il a parlé à un moment de la mafia, au moment où on a béatifié un prêtre. Béatifié, c'est-à-dire de le faire saint. Un prêtre qui a été assassiné pour avoir lutté contre la mafia. Donc c'était en mai dernier. Donc pas directement, il ne s'est pas adressé vraiment directement à ce problème-là. Après, il inquiète parce qu'il a quand même lancé une opération main propre, notamment sur la Banque du Vatican. Vous savez, il y a 18 000 à peu près comptes qu'on est en train de fouiller, de regarder, et on est en train d'en fermer beaucoup. Je pense que dans ces comptes, il y en avait un certain nombre qui n'étaient pas tout à fait clairs, et c'est sans doute par ce biais-là qui peut inquiéter un certain nombre d'intérêts liés à la mafia. Alors, il y a d'ores et déjà 1200 comptes qui auraient été fermés. S'il attaque la mafia, notamment sur l'angle du blanchiment d'argent, de fait, il perturbe les choses. Oui, il perturbe les choses. Et puis alors, en plus, c'est quand même quelqu'un qui a une surface médiatique qui devient très importante. Un peu comme Jean-Paul II par rapport, par exemple, à Benoît XVI. Et Jean-Paul II, on sait que quand il avait ouvertement en 93 critiqué la mafia, il avait eu des mots extrêmement durs en Sicile en disant il faut en finir avec le silence, avec l'omerta, etc. Première fois à ce niveau-là qu'on le disait comme ça. Il avait eu des menaces ensuite, il y avait eu des bombes à sa cathédrale à Rome, etc. Donc effectivement, le pape François qui a une surface médiatique et dont aujourd'hui tous les mots sont repris, enthousiasme, etc. Du coup, on peut se dire que comme il est populaire, qu'il a une surface médiatique, il peut être dangereux. Ce qui veut dire que pour la mafia, le Vatican n'est pas un sanctuaire. Ce n'est plus un sanctuaire. Cette précision qui est importante, et on va y consacrer une partie de cette émission. Vous pensez en effet que le pape est en train de mener une véritable opération, que moi j'appelle main propre par commodité de langage, mais et qu'elle perturbe la mafia? Absolument, parce qu'il a mis les mains sur la IOR, donc l'Institut des œuvres religieuses, qui déjà dans le passé avait été protagoniste de cas de scandale, notamment dans les années 70 avec le cardinal Marcinkus. C'est-à-dire, oui, le Vatican est un sanctuaire, mais ce sanctuaire est populé même à l'intérieur, parfois des sujets qui ne sont pas complètement nets. On se rappelle que ce cardinal avait eu des relations avec un tas de gens qui, sans arriver à faire du Dan Brown à l'italienne, ils avaient tous fait une mauvaise fin. Donc le banquier Roberto Calvi, qu'on avait trouvé pendu au pont de Blackfriars à Londres, le financier sicilien Michele Sindona, qui avait été empoisonné en prison avec un café empoisonné au cyanure, et finalement le journaliste Mino Pecorelli, qui avait fait une liste de 121 ecclésiastes liés à la maçonnerie et à la mafia. Dans cette liste, il y avait notamment le cardinal Marcinkus et tous ces gens-là. Donc Mino Pecorelli aussi avait été assassiné, donc d'une balle dans la tête. Donc tous les gens qui avaient eu affaire avec lui, ils sont morts. Et donc ça donne quand même des éléments pour réfléchir et pour comprendre pourquoi le pape maintenant veut faire voilà, de la propreté, notamment dans cette institution. Pensez-vous que la vie du pape est menacée, comme l'ont suggéré notamment certains juges? Oui, mais je me réfère à l'interview en fait au juge, au magistrat Calabrese Gratteri, qui, alors lui, il a utilisé bien le conditionnel. Il a dit que le pape pourrait être sujet. Le pape, il est à l'abri de rien. On se rappelle que Jean-Paul II avait été la cible d'un attentat qui n'avait rien à voir avec la mafia de la part d'Ali Accia. Isabelle a bien rappelé le fait de San Giovanni Laterano, des bombes qui avaient été mises après le discours en Sicile. Donc, il est
à l'abri de rien. Il faut dire aussi que la mafia a beaucoup changé ces années, c'est-à-dire c'est devenu moins puissant grâce au maxi-procès. Dans les années 90, c'était très puissant. Les bombes dans les cathédrales romaines ont été mises en 93. En 92, il y avait eu de la part de la mafia une véritable déclaration de guerre à l'État italien. On se rappelle avec la tuerie, l'attentat à la bombe qui avait tué les juges Falcone et Borsellino. À l'État italien, mais pas au Vatican et pas à la papauté en tant que telle, si je puis dire. Au système. Au système. Au système. Stéphane Rizzoli. Fabrice Rizzoli, excusez-moi. Fabrice Rizzoli. Si, il y avait une déclaration de guerre de la part de la mafia sicilienne à l'État dans son ensemble. Puis, comme Jean-Paul II, le 9 mai 1993, dans la vallée des Temples, dit à la population que la mafia, c'est contraire aux lois du Christ et qu'ils doivent se convertir à la legge di Dio. À la loi de Dieu. Oui, à la loi de Dieu, à un moment où énormément de mafieux quittaient la mafia et donc se repentaient. Le fait qu'un pape dise que les gens devaient se convertir à la loi de Dieu, il y avait un très très gros problème pour la mafia sicilienne. Et donc elle a posé des bombes. Pas seulement, même si c'est le plus important, à Rome, elle a posé des bombes dans d'autres édifices religieux. La mafia est extrêmement sensible au message qu'envoie l'Église, elle y a toujours été sensible, et donc elle a posé des bombes, d'ailleurs, qui ont été meurtrières. Donc c'est une véritable déclaration de guerre. D'ailleurs, la mafia ne s'y trompe pas. Quand Benoît XVI, en 2010, s'est rendu à Palerme et n'a pas prononcé le mot mafia, mais crime organisé, alors les mafieux ont posé une bonbonne de gaz devant le centre Pater Nostro. Vous voulez dire qu'ils graduent leur réponse aux propos des différents papes? Bien sûr, la violence est un langage et les mafieux sont des spécialistes de la violence programmée et face à une église plus ou moins pugnace, ils ajustent le niveau de violence. Est-ce que le pape François, d'après vous, est objectivement, on peut imaginer qu'il puisse être menacé? Alors je dirais qu'aujourd'hui, il n'est pas menacé de la part des mafieux au sens strict, c'est-à-dire ceux qui ont subi le rite d'affiliation. Parce qu'on l'a bien rappelé, la mafia est quand même bien moins puissante pour commettre ce type d'attentat éclatant. En revanche, le pape, en menant une campagne contre les complices de la mafia, c'est-à-dire la bourgeoisie mafieuse, c'est-à-dire ce corps social qui fait que les mafieux sont extrêmement puissants, alors les complices peuvent être tentés de demander un acte à la mafia en échange d'impunité, d'appel d'offres, de blanchiment dans une banque du Vatican. Le danger est là, le procureur Gratteri, s'il l'a dit, c'est qu'il a une raison de le dire, mais il a effectivement utilisé le conditionnel. Qu'est-ce que vous pensez de ces rapports et surtout voilà, l'opération qui est en cours, notamment concernant la Banque du Vatican? Vous êtes surpris par la révélation? Non, faut préciser que les mafias, puisqu'il y a plusieurs mafias en Italie, sont quand même pragmatiques. Donc ils évitent d'aller au contact quand ils savent que le coup de bâton de retour sera extrêmement dur. Ils ont vu ce qui s'est passé, je parle pour la mafia calabraise, ils ont vu ce qui s'est passé après les attentats de 92 et 93, donc contre les juges anti-mafia et à Rome, à Florence et à Milan. Ils ont vu que c'était pas bon pour eux. Donc je pense que pour l'instant, le coup de ménage dans la Banque du Vatican les ennuie, ainsi que leurs complices objectifs. Mais pas de là à déclarer la guerre à l'État, en plus pas à mon avis, pas en s'en prenant au pape. Alors, ce qui est peut-être important, c'est de voir aussi les choses à l'envers. Est-ce qu'il y a eu de fait un compagnonnage de route entre là où les mafias et l'Église catholique sous sa forme vaticane, et est-ce que vous pensez que aujourd'hui, les choses sont claires? J'avais presque envie de parler de refuge, d'une certaine façon. Eva Morletto. Donc le Vatican, c'est un paradis fiscal, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Donc on a une sorte d'archipel de Caïman au milieu de l'Italie, j'oserais dire. Et c'est pas d'aujourd'hui, donc les liens entre notamment la Banque Vaticane et de blanchiment d'argent. Si on revient au cas Marcinkus, c'était bien le cas. Il avait construit avec le banquier Calvi cette société qui avait le siège aux Bahamas, donc Cisalpina Overseas
Nassau Bank, ça s'appelait. Et donc c'était une société qui permettait, grâce au blanchiment d'argent, de financer des mouvements militaires, paramilitaires, qui étaient contre les philo-marxistes, qui dérangeaient les Vaticains à l'époque. Donc ils avaient financé les Contras, ils avaient financé des mouvements, ils avaient financé même les dictatures d'Argentine et Brésil et Chili. Voilà, donc il y a bien ces activités au sein du Vatican et c'est bien un refuge pour l'argent. Après, si on parle de rapport entre Église catholique et mafieux, alors on va même sur les côtés folklore, on peut aller en Calabre et voir qu'il y a même des saintes patronnes des mafieux, comme c'est le cas en Calabre, par exemple, de la Madonna dei Polsi. Le 1er et le 2 septembre, tous les mafieux de l'Andrangheta calabraise se retrouvent à cette procession, qui est largement financée, sponsorisée. Il y a des feux d'artifice magnifiques, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'argent toutes les familles mafieuses de l'Andrangheta vont là-bas et créent des alliances stratégiques, donc sous la protection de la Vierge, malgré elle, j'imagine. Mais est-ce que vous diriez qu'on a eu objectivement, en tout cas, un parallélisme qui était lié à des engagements à la fois pour la mafia et bien entendu pour l'Église, de formes de construction de droits et d'édifices en quelque sorte qui pouvaient fonctionner avec des parallèles? Oui, il y a 3 temps. Il y a l'histoire de la mafia, qui a toujours voulu contrôler le territoire, c'est-à-dire l'espace et les populations. Et à partir du moment où on est dans un 19e siècle où l'Église prétend faire la même chose, prétend contrôler l'espace et les populations, vous avez 2 entités qui ont le même but. Et elles peuvent se retrouver au sein d'une bourgeoisie mafieuse pour contrôler les populations, les ressources économiques, les esprits. Ce qui se passe plutôt pendant la période bipolaire, c'est aussi un intérêt, une convergence face à la menace communiste. À partir du moment où on est catholique, on peut raisonnablement être inquiet de l'arrivée du communisme au pouvoir quand on voit ce qui a été fait ailleurs. Alors, objectivement, on peut sceller une alliance, démocratie chrétienne et mafieux, et Vatican, pour que on bourre les urnes et pour que les communistes soient tués. Je rappelle qu'une trentaine de syndicalistes sont assassinés en 1945-46, donc il y a une vraie violence systémique. Ça, c'est la période bipolaire. Il y a par moment, même s'il est résiduel, il y a historiquement un compagnonnage de route. Il y en a, mais il notamment évolue face au temps. Communisme. Enfin. Oui, alors au début, vraiment Église qui veut contrôler les populations et mafia, une période bipolaire. À partir du moment où la menace communiste tombe, que le prétexte tombe, là, les magistrats font des enquêtes, donc l'Italie retrouve quand même, si vous voulez, de la pêche face au pouvoir des mafias. Aujourd'hui, il reste, à mon avis, quelque chose qui est peu étudié, c'est le rôle des prêtres, si vous voulez, dans le confessionnal. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où leur message pourrait être de faire leur travail, ça il ne s'agit pas de le contester, mais en même temps il pourrait aussi avoir un message citoyen qui consiste à dire aux mafieux qu'ils peuvent maintenant collaborer avec la justice, qu'aujourd'hui un mafieux a le droit de sortir du système, sa famille est protégée et il peut devenir un citoyen à part entière. Et là c'est encore là où se cache, à mon avis, une connivence entre le prêtre et le mafieux. Isabelle de Gaumain. Oui, ce qui est même intéressant, c'est que c'est plus que du compagnonnage. C'est-à-dire qu'il y a eu des études qui ont bien montré que c'était même les structures anthropologiques de la mafia qui s'inspiraient des structures de l'Église catholique. Par exemple, il y a tout ce qui est fraternité, les confréries, il y a aussi tout ce qui est introduction dans la mafia, introduction dans l'Église. Et l'Église italienne a fait un travail très important dans les années 93, justement, pour essayer de décortiquer ça et montrer un peu sa part de responsabilité, ou comment finalement elle en venait à se dire, mais la mafia, c'est un peu le miroir déformant de l'Église. C'est-à-dire que c'est un système qui s'est créé avec les rites de l'Église, avec les systèmes de l'Église, la figure du père, etc. Et elle a fait tout un travail qui est très intéressant à partir de là. Donc l'Église a quand même fait un travail. Il y a eu des prêtres d'ailleurs qui en sont morts, qui ont lutté contre la mafia. Ils ont refait tout un document l'année dernière encore à propos de l'Italie du Sud. Donc aujourd'hui l'Église, elle essaye quand même de lutter contre ça et de faire tout un travail de prévention. Elle fait aussi, par exemple, elle crée des banques pour prêter
à des taux normaux et non pas comme la mafia, à des taux incroyables, etc. Donc il y a beaucoup un travail de terrain qui se fait dans le sud de l'Italie de la part de l'Église aujourd'hui. Alors le pape savait-il qu'il allait à ce point donner un coup de pied dans la fourmilière? En demandant une remise à plat dans la Banque du Vatican, on découvre évidemment beaucoup de choses, même si certaines ne sont pas des découvertes absolues. Pour la première fois, un bilan d'activité de la banque elle-même en tout cas a été publié et l'on chasse les comptes douteux. 1200 comptes auraient d'ores et déjà été clôturés. Mafia, mais peut-être aussi organisation terroriste, comme nous le dit le juge que nous avons rencontré, à tel point que l'on s'inquiète pour la vie du pape François. Maxime Vauthier, Grégory Roudier. Au Vatican, depuis 2000 ans, on cultive la discrétion, un art du secret que le pape François semble décidé à lever en trouvant les portes de l'impénétrable Banque du Saint-Siège. Pour la première fois, un pape a rendu public le bilan annuel de l'IOR, la banque vaticanaise, qui abrite près de 7 milliards d'actifs en 2012. La transparence, une révolution dans cet État dans l'État, éclaboussé par les scandales financiers et des liens entre l'Église et certains mafieux qui ont fait historiquement de cette banque hermétique leur lessiveuse d'argent sale. Il y a eu dans le passé, disons, un laisser-faire assez évident, car ça rendait service. De l'argent, on ne regardait pas tellement l'origine de l'argent qui était placé dans la banque. C'était de l'argent liquide, gagné d'une façon douteuse, évidemment, et qui entrait dans la banque et en sortait tout propre. Pour lutter contre ce blanchiment d'argent, le pape François s'est entouré de cardinaux de confiance au sein d'une commission de surveillance qui épluche les 19 000 comptes de l'IOR. Depuis le mois de mai, le Vatican aurait déjà clôturé 1200 comptes douteux. Un pape réformiste qui s'attaque frontalement au pouvoir financier de la mafia, mais pas seulement. Pour ce juge anticorruption sous bonne escorte, ce grand ménage pourrait impacter des cercles très influents et mettre le pape en danger. Aujourd'hui, le Vatican nous signale déjà des centaines d'opérations financières suspectes, et même des opérations qui ont des liens présumés avec le terrorisme. On parle bien d'organisations terroristes qui ont fait du blanchiment en utilisant l'IOR. Le danger pour le pape peut venir de certains centres de pouvoir. Et s'ils peuvent, ils feront quelque chose. Ils ne peuvent pas rester sans bouger, endormis, en subissant une révolution totale. Parce que ce pape est en train de démonter tout le Vatican. Il redessine toute l'architecture du Vatican et il est en train de le faire en très peu de temps. Au Vatican, ces menaces n'inquiètent pas plus que ça. Le pape François continue sa tournée au plus proche des fidèles dans les paroisses de Rome, comme ici en banlieue, où le Saint-Père a répondu à l'invitation des jeunes paroissiens. Une venue préparée, mais sans dispositif de sécurité démesuré. La veille, la sécurité du Vatican est venue ici. Ils ont tout simplement vérifié où le pape allait sortir, quel chemin la voiture allait faire, mais ils n'ont rien demandé d'autre, ils ont fait le minimum. Je crois que tout ça était dû au fait que tout s'est organisé en 2 ou 3 jours seulement. Depuis le début de son mandat, ce pape singulier étonne lors de ses déplacements. Surprend parfois même sa garde rapprochée, comme ici par exemple, lors des Journées mondiales de la jeunesse au Brésil. Animé par un désir de rapprocher l'Église du peuple, le pape François semble ne pas craindre les coups de folie. Il dit, mais moi je n'ai pas peur de ça, l'évêque ne doit pas avoir un blindage. Il ne doit pas y avoir un blindage entre l'évêque et son peuple, entre l'évêque et ses fidèles, entre le pape, en fin de compte, et ses fidèles. Et le pape ne voulait pas comme ça de trop de sécurité, et ça c'est assez nouveau d'une certaine façon. Il y a des risques, mais le pape a dit, moi, cette folie, je l'accepte, c'est une douce folie qui ne me fait pas peur, parce que l'évêque doit être avec son peuple. Et on revient tout de suite au tout début du pontificat, où le pape s'est incliné devant les fidèles, place Saint-Pierre, en disant, voilà, c'est le pape et le peuple et le pape, et je vous demande la bénédiction, je vous demande de me protéger. C'est donc un pape fidèle à lui-même et à sa ligne de conduite que les fervents, les curieux et les autres
continueront d'acclamer et de toucher place Saint-Pierre lors de ces audiences, en dépit d'hypothétiques menaces sur le Saint-Père. Alors on a une question très claire de téléspectateurs qui nous dit « Cela signifie-t-il que les prédécesseurs du pape François s'accommodaient de la situation des finances vaticanes ?» Isabelle de Gaumain. Non, et justement, je trouve que c'est une bonne question parce que par rapport à votre reportage, cette opération main propre, elle a été commencée par Benoît XVI et il faut le dire, il avait quelque part pas le choix parce qu'il savait, l'Europe lui avait dit ça, hein, que s'il le faisait pas, s'il n'avait pas l'agrément de Monneval, etc., on ne pourrait plus rien faire comme transaction financière entre le Vatican et les pays européens. Donc, de toute façon, je pense qu'il n'y avait pas le choix. Il y avait une grosse pression sur la Banque Vaticane en tant que telle depuis plusieurs années. Sur le Vatican pour faire le propre et pour se mettre à peu près dans les critères modernes. Alors, ce qui se passe, c'est que Benoît XVI a commencé et il a en quelque sorte un peu patiné. On n'a pas compris, ça n'a pas été clair. En revanche, François le fait de manière très claire. Notamment, il a fait appel à des experts extérieurs et c'est ça, à mon avis, qui est fondamental chez lui et qui est très nouveau. Un certain nombre de cabinets d'audit étrangers, américains, allemands, français, etc., qui viennent, qui auditent, qui prennent les comptes, mais pas seulement les comptes, qui sont en train de voir tout le patrimoine du Vatican, parce que je crois que personne ne savait où est-ce qu'on en était, qui était à qui, etc., et aussi toute l'organisation. Donc voilà, c'est beaucoup plus efficace, mais le mouvement a été commencé avant. On est en train, sérieusement, de faire un audit général du Vatican avec, pardonnez-moi, des spécialistes et des experts extérieurs et donc indépendants. Et des gens, des laïcs, des gens qui ne sont pas des hommes d'église, donc qui sont beaucoup plus libres. C'est ça toute la nouveauté de ce pape, il me semble. Ça s'appelle une révolution. Enfin, oui, ça s'appelle en tout cas une sacrée réforme et puis quelque sorte une entrée enfin de l'église dans la modernité, dans le XXIe siècle. C'est-à-dire que là, on est enfin en train de mettre le Vatican aux normes d'un État à peu près normal. Fabrice Rizzoli. Oui, je suis assez d'accord. C'est aussi... oui, techniquement. Techniquement important qu'on est en train de le décrire. Ah oui, c'est très très important. C'est vrai que quelque chose avait été commencé avant. Je regrettais un peu que Benoît XVI n'ait pas la même force de parole à la fois que Jean-Paul II et que donc le pape François. Je pense que tout le contexte a changé en Italie. Effectivement, je représente une association d'associations qui a été créée par un prêtre. C'est un prêtre, Don Ciotti, qui a créé Libera et qui a fait émerger de la part de la société civile une pétition avec 1 million de signatures pour qu'on puisse réutiliser à des fins sociales les biens confisqués aux mafias. C'est-à-dire que les mafieux savent qu'en ce moment, sur le territoire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. D'ailleurs, ils ne tuent plus l'ennemi. Ils brûlent le tracteur, ils menacent, mais ils ne tuent plus, ce qui est quand même une révolution. Sur les territoires du sud de l'Italie, nombreux sont les prêtres qui ont en gestion des biens qu'on a confisqués aux mafias. On verra le cas dans notre prochain reportage, d'ailleurs. Donc, très clairement, vous allez en Calabre, à Valle del Mare, c'est le prêtre Pino De Masi qui gère donc des oliveraies qui produisent de l'huile d'olive sur des terrains confisqués à la mafia. Et la mafia ne s'y trompe pas, elle met le feu aux oliveraies. Vous comprenez ? C'est la sainte huile d'olive mafieuse, donc. Oui, enfin non, anti-mafieuse. Anti-mafieuse. Je voudrais juste rajouter que sur la question qui a été posée par les téléspectateurs, qu'en fait, c'est pas forcément les papes qui étaient au courant des affaires en précédence, parce que dans le Vatican, il y a des lobbies, il y a des personnes qui agissent pour leur propre intérêt. Donc, par exemple, là, on voit dans ces derniers temps, le pape François a mis de façon élégante et discrète de côté un peu Monsieur Tarcisio Bertone, qui était le bras droit de Benoît XVI et qui avait été suspecté, qu'il avait été aussi présidente de la IOR et donc qui avait été suspecté suspecté de corruption. Voilà, donc il n'y a pas forcément le pape le protagoniste de l'histoire, mais il y a des sujets qui sont mêlés, qui font partie de lobby. Stéphane Carré. Oui, je voulais aussi préciser que si ces réformes vont jusqu'au bout, on aura donc une banque du Vatican qui ne sera plus une machine à blanchir l'argent, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que c'est pas la seule machine à blanchir des mafias italiennes. Donc, c'est pas si grave que ça si elle le perd. Ça va les embêter, je répète. Mais à côté, on a Saint-Marin. Enfin, on réfléchissait du point de vue de l'Église. C'est-à-dire qu'on se disait que ça serait quand même mieux pour l'Église catholique. Oui, pour l'Église catholique. Voilà, pour son système de valeurs. On parle des menaces contre le pape aussi. Oui. Voilà, c'est pas si grave que ça pour eux, hélas. Puisqu'ils gèrent de l'argent à Saint-Marin, en Suisse, à Malte, à Chypre, pour les lieux, en tout cas, les plus à proximité de leur base d'implantation. Et puis, on a parlé des Caraïbes, etc., etc. Donc, s'ils le perdent, c'est pas si grave que ça. Alors, on a quand même un juge antiterroriste qui nous dit dans ce reportage, ce pape va
trop vite. Enfin, il ne le reproche pas, mais il dit ça va extrêmement vite et on se rend compte qu'on peut avoir des comptes qui appartiennent à la mafia et on peut imaginer aussi qu'il y ait eu des liens en quelque sorte, notamment pour du blanchiment d'argent d'organisations terroristes. Ce sont quand même des accusations extrêmement graves et lui semble réellement avoir des inquiétudes. Il dit il dérange et il y aura quoi qu'il arrive des réponses. Qu'en pensez-vous ? Oui, il faut remettre tout ça dans la complexité. Vous avez des grands systèmes de blanchiment. Le Vatican, par ses banques, fait partie souvent de ces grands systèmes de blanchiment. Et dans ces grands systèmes de blanchiment, de l'argent de plusieurs provenances vient. Si vous voulez, on ne scelle pas forcément une alliance avec un organisme terroriste quand on est au Vatican. Ce sont les banques qui gèrent ces flux financiers et qui vont là où on peut blanchir facilement, sans trace, et puis surtout on peut réinvestir dans des projets de grande envergure. Parce que pour qu'il y ait blanchiment, c'est pas... voilà. Donc c'est vrai. Gratteri dit, parce qu'il doit avoir quelques informations que nous n'avons pas, peut-être une ou deux écoutes téléphoniques, où, à mon avis, des gens très haut placés se plaignent aux mafieux, et les messages circulent en prison d'une manière ou d'une autre. Donc il alerte pour que ça soit sur la place publique et que ça devienne beaucoup plus compliqué pour les mafieux et leurs complices d'agir. Voilà, je raisonnerais comme ça. Le dire est une façon de protéger aussi le pape, c'est ça ? Ah ben oui, plus c'est public et plus c'est difficile d'atteindre l'icône. Vous voyez ? Oui, mais ça veut dire qu'il prend au sérieux ces menaces. Parce qu'il fait pas, c'est pas de la com. On n'est pas dans de la com au sens le plus déplaisant du terme. Si un magistrat anti-mafia comme Gratteri, qui depuis 20 ans lutte contre la mafia calabraise, expose publiquement une menace, c'est qu'il y croit. Je ne pense pas qu'il joue. Nous sommes d'accord. Eva Morletto. Si je le vois du côté du pape, je ne dirais pas qu'il va trop vite, dans le sens que, au contraire, c'est stratégique, car il est en train d'exploiter ces moments de popularité incroyables qu'il a, grâce à son attitude proche du peuple, qui est un peu révolutionnaire par rapport à l'attitude de Benoît XVI, comment il était perçu par les gens. Donc, grâce à ça gratifie déjà une sorte de protection, parce que voilà, il est au centre de l'attention médiatique. Donc, comme disait justement Fabrice, on ne va pas déranger quelqu'un qui est au centre de l'attention médiatique sans en avoir des conséquences très lourdes. En même temps, il y avait déjà eu toujours un précédent. Moi, j'aime bien l'histoire. Donc, le cas de Jean-Paul Ier, qui était mort juste après 33 jours de pontificat. Donc il était mort d'infarctus, mais là aussi c'était un moment très délicat de l'Église où ce pape dérangeait. C'était le premier pape qu'après l'élection s'était adressé directement à la foule. Personne ne se rappelle parce que son pontificat était très bref, mais son exemple a été suivi juste après par Jean-Paul II. Donc ce pape est mort. Une partie de la presse italienne avait demandé une autopsie, sauf que c'était contraire au protocole Vatican. Donc cette autopsie n'a jamais eu lieu. Vous pensez qu'elle aurait été nécessaire, vous ? Peut-être oui, parce qu'en fait, ça a ouvert les portes à beaucoup de suspicions et de suppositions qui durent encore maintenant. Il y a un journaliste d'enquête britannique, David Yellow, qu'à l'époque, 6 ans après les faits, avait fait toute une théorie du complot sur cette affaire qui avait bien sûr eu beaucoup de contestations, mais donc ça existe encore des doutes sur cette histoire. Donc, vous trouvez normal qu'on s'interroge, Stéphane Carré ? Il y a une autre affaire aussi qui est intéressante, qui est aussi dans cette période-là, c'était en 83 de mémoire, la disparition d'Emmanuel Orlandi, 15 ans, fille d'un haut fonctionnaire du Vatican, qui est portée disparue depuis. On suppose qu'elle est morte. Depuis, il y a des gens qui sont de ce qu'on appelle la bande de la Maliana, qui est une pègre très importante liée aux mafias, qui ont été mis en examen dans cette affaire-là. Et on pense que son enlèvement est lié au fait que son père aurait pu tomber sur des documents confidentiels impliquant la Banque du Vatican. Dans cette affaire-là, on retrouve un caïd de... Donc un kidnapping préventif pour empêcher un homme de parler. Faire pression, oui. Et dans cette affaire-là, on trouve un boss important qui s'appelle Enrico De Pedis, qui bizarrement a eu le droit et l'honneur suprême d'être enterré dans une chapelle du Vatican. Donc ce qui posait un petit peu... Vatican, une église de Rome, je crois. Voilà, avec l'accord en tout cas des hautes instances du Vatican. Juste après son... En fait, il était très lié à l'église romaine. Peut-être pas le Vatican. Qui est ce personnage ? Juste après son assassinat en 90. C'était un chef de clan. C'était un chef de clan important qui était lié aux différentes mafias du sud de l'Italie. Il y a un film Romanzo Criminal qui raconte qui est un peu lié à ça, aux hommes politiques, à la loge P2.
c'est l'Italie des années 70 et 80. Oui, Le problème de la menace aussi, c'est qu'il faut voir que les mafieux sont très inventifs. Là, on parle de mort parce qu'on parle du pape, de mort d'homme. Mais en réalité, je songe à des campagnes de diffamation, de calomnie. Il expliquait qu'on peut enlever quelqu'un qui est proche d'eux. Donc, si vous voulez, la menace peut être, vous voyez, un peu élargie. Alors nous allons partir justement en Calabre, en plein cœur du pays de l'Andrangheta, la mafia calabraise. Le prêtre Giacomo Panizza dénonce l'emprise de cette dernière sur sa région, le silence général et appelle au refus des impôts prélevés par cette dernière. Un activisme salué par des tirs contre la fondation dirigée par ce prêtre lors des fêtes religieuses. Il faut dire que, vous l'évoquiez il y a quelques instants, le bâtiment en question a été confisqué aux organisations mafieuses de la région. Sur place, Maxime Vautier et Grégory Roudier. À Jevoli, petit village perché dans les montagnes calabraises, les dimanches se vivent au rythme du Seigneur et des homélies de son fidèle représentant en territoire mafieux, le père Giacomo Panizza. Vous le savez, ici nous avons ces clans mafieux. Lorsqu'un clan fait quelque chose contre un autre clan, ce dernier ne peut pas rester muet. Il doit se venger. Maintenant, comme l'ont fait Saint Jean ou Jésus, c'est à chacun d'entre vous de dire « on arrête ». Je ne veux plus participer à ça. Il faut que chacun dise « on arrête la vengeance ». Dans la maison de Dieu, les saillies du père Don Giacomo contre la mafia calabraise résonnent à chacune des messes et brisent l'omerta. Une petite révolution dans ces territoires enclavés, où l'Église est l'institution et le prêtre un homme d'influence. Oui, je pense que ces actions et ces paroles nous apportent et nous parlent beaucoup plus que les lois ou que les actions de la police. Il n'est pas comme les autres et donne une image différente de l'Église que celle donnée par les autres prêtres. Il vit même autrement que tous les autres curés. Originaire du nord de l'Italie, cet apôtre de la paix a fait de la lutte contre la 'ndrangheta son chemin de croix. À quelques kilomètres d'ici, sur la côte calabraise, gangrénée par la mafia, le père Don Giacomo a installé sa communauté au cœur même du crime organisé. Dans cet immeuble confisqué à la 'ndrangheta, nous avons créé la vie à la place de la mort. Nous avons créé l'autogestion, la participation à la place du contrôle mafieux. Confisqué à une famille mafieuse locale par la police, l'immeuble abrite aujourd'hui les déshérités de la ville. Un véritable affront pour l'influente mafia qui répond par les armes et l'intimidation. Ils nous ont tiré dessus le premier dimanche de carême. Et ces impacts de balles, là, datent du jour de Pâques. Ce sont des messages qui, dans le langage mafieux, démontrent que la cible, c'est le prêtre. Si, j'ai peur, mais en même temps, j'aurais beaucoup plus de crainte si j'étais resté silencieux. Handicapés, toxicomanes ou jeunes migrants, c'est une communauté vulnérable qui s'émancipe des clans mafieux grâce au courage du père Don Giacomo Panizza. Sous l'influence du pugnace curé, pas à pas, les habitants commencent à se désinhiber face à la mafia. Ce midi, on dénonce ici le racket et l'impôt mafieux, monnaie courante. Et à la Mezzia, dans ce combat, c'est l'union qui fera la force. On ne peut pas compter seulement sur la protection de l'État. Il faut que le plus de monde possible partage le projet de Don Giacomo. Ce qui protège vraiment un prêtre et la société, ce n'est pas seulement une force de police. C'est aussi le consensus social qu'il y a autour de cette personne. Plus il arrive à fédérer, et je crois qu'il est en train de le faire, plus difficile ce sera pour la mafia de s'attaquer à lui. Car elle ne peut pas se permettre de se mettre la population à dos. Devenus des ambassadeurs, des icônes de la lutte anti-mafia, les hommes d'église comme Don Giacomo tentent d'ouvrir un nouveau chapitre sur le lien entre l'église et la mafia. Si la voie est ouverte, le chemin, lui, n'est pas encore totalement tracé.
Petit à petit, on est en train de faire quelque chose. C'est sûr qu'il faudrait faire beaucoup plus. Par exemple, pour les commerçants qui payent l'impôt mafieux. Est-ce qu'on est capable de dire qu'il ne faut pas dépenser son argent dans ce magasin? Et pour les bars qui appartiennent à la mafia, est-ce qu'on est capable de dire aux gens qu'ils ne doivent pas aller dans ces bars et qu'il faut aller dans des établissements de gens honnêtes? À mon avis, cela devrait également rentrer dans les cours de catéchisme. Il faudra en parler dans les homélies. Il faudrait que cela rentre au sein même de l'organisation de l'Église. Car en Calabre, les curés anti-mafia sont encore l'exception. Dans les territoires où l'Église et la mafia dominent, nombreux sont les mafiosos calabrés à trouver une paroisse accueillante pour se confesser, sans craindre d'être excommuniés. C'est très intéressant ce qu'on vient de voir parce qu'on est au cœur de ce que vous nous expliquiez tout à l'heure. C'est qui choisit son camp, qui décide de parler et avec quelle force. En l'occurrence, Don Giacomo le fait avec beaucoup d'énergie. On a cette question de téléspectateurs. Les mafieux sont-ils comme dans les vieux films à l'église, tous les dimanches, fervents ou est-ce un mythe? Alors voilà, et nous on a été élevés aussi par le cinéma sur ces questions-là. Donc qu'est-ce que vous en pensez, Stéphane Carré? Des micro-espions qui ont été placés chez des Calabrais, chez des mafieux calabrais, ont enregistré une conversation intéressante entre deux mafieux où l'un parlait de son prêtre qui était intelligent au sens mafieux du terme, c'est-à-dire qu'il comprenait et l'autre se plaignait qu'un de ses confesseurs lui reprochait non pas ses péchés mais la mafia, dénonçait la mafia et l'invitait à aller se repentir, collaborer avec la justice. Donc au sein de la mafia, il y a, selon eux, des prêtres intelligents et d'autres qui le sont moins, comme l'exemple ici qui dénonce systématiquement les activités mafieuses. Mais ça veut dire qu'on a des prêtres calabrais qui reçoivent toutes les semaines des confessions de mafieux qui parlent de leur activité. Enfin, ça paraît extraordinaire et en même temps, y compris chez la confession et la confession. Y compris chez des personnes qui sont recherchées depuis des années. Il y a des confesseurs qui vont les voir dans leur cachette. Ça arrive. Sans compter toute la vie religieuse d'une personne, le baptême, le mariage, les funérailles de mafieux, où là c'est une démonstration de force, de la puissance des mafias sur le territoire, où là c'est accepté parfois par certains prêtres. Eva Morletto. Oui, il y a des anecdotes que si c'était pas tragique, ça serait presque amusant. Par exemple, l'évêque de Locri, Locri c'est la Locride, donc une mini-région dans la région Calabre, et c'est un fief de l'Andrangheta très important, a excommunié les mafieux le jour où ils ont abîmé son verger, c'est-à-dire son potager. Mais avant, ils avaient tué des dizaines de personnes, mais il s'est particulièrement énervé le jour où ils ont abîmé son verger, donc il a décidé d'excommunier ce jour-là les mafieux. L'évêque de Reggio Calabria, donc le chef-lieu de la Calabre, pareil, il a refusé de prendre position contre l'Andrangheta et dès qu'un boss mafieux a été arrêté, il a dit probablement ça pourrait aussi être une erreur judiciaire, sauf qu'il n'y avait pas d'erreur judiciaire, la condamnation était bien là, mais il a pris ses distances. Il y a des filles de boss mafieux, comme c'était le cas de Mademoiselle Candello, exposant d'une énorme famille de l'Andrangheta, qui s'est mariée dans la cathédrale de Reggio Calabria. Donc tout le monde, même c'est pas peut-être connu à l'étranger, mais tout le monde là-bas sait qui est cette famille. Et donc malgré ça, il paraît même qu'il a reçu la bénédiction du pape. Vous décrivez le parrain là, vous décrivez le parrain 1, 2 et 3, enfin surtout le 3 d'ailleurs. On a aussi des prêtres qui vont témoigner au procès pour des mafieux en disant c'est un bon père de famille, il aide les finances, etc. Et pas seulement en Italie, dans les communautés italiennes des États-Unis ou du Canada, on retrouve ce genre de connexion. Isabelle de Gaumin. Oui, alors après, moi, je voudrais dire que c'est peut-être pas si simple que ça. C'est-à-dire que j'ai lu des discussions quand j'étais en Italie. Pour un prêtre, par exemple, il disait, moi, je peux pas non plus ne pas dire les funérailles de quelqu'un. Quand vous célébrez les funérailles, on l'a vu là au moment où en Italie, il a été question d'enterrer le nazi, vous savez, qui était. C'est pareil. Bon.
en fait, on ne juge pas quand on enterre. Le prêtre, il n'est pas là pour juger, donc tout le monde a le droit d'être enterré. Alors après, comment est-ce qu'on enterre? Donc c'est vrai que le problème, c'est quand les funérailles deviennent une démonstration de force et sont utilisées et sont manipulées. Et ce que je crois qui est très important, c'est quand l'Église a fait saint, donc c'était là en mai dernier, ce fameux prêtre qui a été tué par la mafia, en disant il est saint parce qu'il est mort comme un martyr. Martyr de la foi. Et c'est très important, c'est théologique, mais pour l'Église catholique, c'est important. Ça veut dire qu'il est martyr au nom de sa foi. On l'a tué au nom de sa foi, c'est-à-dire que ceux qui l'ont tué ne sont pas chrétiens. Donc c'est comme quand on dit il faut que vous vous convertissiez, dire que vous êtes mafia, vous n'êtes pas chrétien. Et ça, c'est le message. Alors c'est vrai que le message pénètre plus ou moins, mais aujourd'hui, le message officiel, c'est quand même de dire que la mafia n'est pas chrétienne. Au début de notre reportage, la première jeune femme qui s'exprime sur le parvis de l'église, elle nous dit « Don Giacomo fait partie des rares prêtres qui ont cet engagement aujourd'hui ». Donc est-ce qu'il est, selon vous, effectivement minoritaire, voire ultra-minoritaire, en Calabre? Il est probablement minoritaire parce que, comme dans tout phénomène humain, il doit surtout y avoir une majorité de prêtres qui ne disent rien ni contre la mafia, ni pour la mafia. Oui. Vous avez les complices objectifs, ceux qui vont organiser des énormes funérailles, des énormes mariages, etc., et qui auront même des complicités économiques, etc., etc. Et puis vous avez la masse des prêtres. Et puis vous avez les prêtres un peu d'avant-gardistes, de rue, ouvriers, qui, en plus de faire leur métier de prêtre, vont aussi avoir une activité sociale et économique sur le territoire, visant à redynamiser le territoire, à impliquer les populations et donc à rendre les populations moins dépendantes de la mafia. Si Don Puglisi a été assassiné en 1993, c'est parce qu'il a réouvert les écoles, parce qu'il a fait du soutien scolaire à ses jeunes enfants, et c'est pour ça que la mafia l'a tué, en plus d'avoir des prêches enflammées dans son église. Mais ce qui est très intéressant dans le reportage que vous avez montré, c'est cette femme, l'autre, qui dit que, elle croit à l'Église parce que c'est au-dessus de l'état de droit. Voilà où se niche le problème. Voilà où, à un moment ou un autre, en toute objectivité, parce que je serai moins sévère pour la célébration de tout ce qui est les rites catholiques qui doivent être célébrés, sinon il ne fait pas son travail, le prêtre. Se niche là, à un moment, des valeurs communes, parfois, entre celui qui croit et le mafieux. À quoi il croit, pardon. Un principe supérieur. À un ordre supérieur à celui de l'état de droit. Et c'est là que se niche une complicité presque inconsciente et subjective qui fait qu'il rapproche les deux. Donc une fois encore, le prêtre doit marier la femme du boss mafieux, sa fille, doit faire les funérailles, etc. Mais si malgré tout, dans les textes de l'Église, il est écrit qu'il ne faut pas tuer, qu'il faut aider son prochain, il peut quand même avoir une phrase en disant que le mafieux doit changer de vie pour se conforter aux lois du Christ et pour se conforter à celles de l'état de droit. Le prêtre ne peut pas se sentir en dehors de la société sous prétexte qu'il croit à des lois qui sont supérieures à l'état de droit. Ceux que vous appeliez il y a quelques instants les complices objectifs, est-ce qu'ils l'ont été, selon vous, par peur, parce qu'ils étaient menacés, ou parce qu'ils étaient d'une façon ou d'une autre à un moment corrompus et finalement qu'ils participaient au système? Non, mais j'imagine qu'il y a des prêtres qui ont peur, mais ceux qui en rajoutent, ils ne le font pas par peur. Si un prêtre va marier Totorina en cavale en 1974, c'est que c'est une vraie complicité. Il y a même, pour ce que j'en sais, une complicité sur le territoire, sur des activités économiques, sur le contrôle des populations. Vraiment, il faut séparer les choses. Et puis, évidemment, il ne faut pas oublier de parler de tous ces prêtres, peut-être minoritaires, mais qui font un travail exceptionnel. J'ai parlé de Pino De Masi, là, vous avez parlé Don Panizza. J'étais à la Mezzia Terme au mois de juin, puisqu'il y a le festival du livre de la mafia. C'est pour vous dire que c'est une ville très ouverte sur l'antimafia. J'ai visité le bâtiment. Au premier étage, un centre d'accueil pour migrants isolés. Au deuxième étage, un centre d'accueil pour handicapés. Au troisième étage, une banque éthique. Tout ça sous la forme d'une énorme coopérative d'un projet social qui s'appelle Dassoud, qui est mené par une handicapée moteur. Enfin, là, vous voyez à quel point les mafieux sont en colère quand on leur prend leurs biens, quand on amène le bien à la population. Et c'est pour ça qu'on tire sur l'immeuble à l'occasion des fêtes religieuses. Ah non, mais on tire sur l'immeuble. Et puis dans d'autres reportages, parce que j'ai déjà amené d'autres journalistes, vous avez un soldat de la mafia qui surveille les allées et venues. Et puis une fois que la magistrature a confisqué le bien, ce qui n'est pas dit dans le reportage, c'est que la famille mafieuse continue d'habiter autour. Tous les bâtiments qui sont autour du bâtiment qui est là, c'est la famille mafieuse. Alors quand le bâtiment a été confisqué au milieu, ce qu'ils ont fait, c'est que les mafieux ont construit un étage de plus.
comprenez? Fallait répondre. Donc c'est une bataille incessante, mais dont Panizza, faut reconnaître qu'avec sa coopérative, il fait des choses exceptionnelles. Eva Borletto. Je voudrais juste rajouter une chose qui me semble très importante. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un message clair, homogène de la part de l'Église locale et des archevêques locaux. Il y a eu des lettres à partir de 1975, ou une lettre, par exemple, qui avait été signée par tous les évêques de la Calabre, qui était contre la mafia, qui s'est déclaré contre la mafia, mais n'a pas été suivi par des faits, donc par une action concrète, cohérente, de lutte contre la mafia. Donc on laisse l'initiative individuelle, donc à des prêtres martyrs, comme Don Puglisi en Sicile. Je pourrais citer Don La Rosa à Palermo, qui s'est mis debout sur une étale de marché à la Vucceria pour faire une prêche enflammée contre la mafia. Donc on laisse l'initiative à ces personnes très courageuses, prêtes à sacrifier leur vie, mais après ils ne sont pas soutenus globalement par tous les évêques, ce qui me paraît très important, qu'il n'y a pas une action cohérente. Vous avez employé un terme sur lequel je ne vous ai pas interrompu en parlant de complicité dans le contrôle de la population. Que vouliez-vous dire ? Mais c'est parce que la démarche de l'Église n'a pas été toujours celle de la séparation entre les idées et tout ce que les gens font au quotidien, le séculaire et le reste. Donc à partir du moment où l'Église avait une véritable vocation de contrôler toutes les populations, à partir du moment où c'était des prêtres qui donnaient cours dans les écoles, on comprend qu'il y a une vocation de contrôle des populations. Il ne faut pas voir le terme contrôle obligatoirement comme chose d'abject. Il y a administrer le territoire. Administrer le territoire. La mafia veut aussi administrer le territoire. Elle rencontre une autre entité qui veut aussi administrer le territoire, c'est-à-dire les personnes et l'espace. Et donc, il peut y avoir connivence. Mais de nos jours, ça a quand même un petit peu reculé par rapport à il y a un siècle. Surtout par rapport à la période bipolaire. Alors, pour ce que j'ai compris, en tout cas, Maxime Vauthier et Grégory Roudier, pendant le reportage, ont été visiblement suivis par des types qui étaient là tout le temps. Et puis au moment où ils ont fini par s'interroger en disant qu'ils sont ces... visiblement, le prêtre lui a dit sont très probablement des gars de la mafia. Ils vous suivent depuis le début de votre reportage. Ils regardaient gentiment ce qui se passait. C'est le contrôle du territoire. C'est le contrôle du territoire. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je voulais juste, pour que les téléspectateurs comprennent bien, on est en Italie, on n'est pas en France. Donc c'est pas la laïcité à la française. L'Italie, ça a une autre tradition. Effectivement, l'Église italienne, elle est très importante encore aujourd'hui sur le terrain. Ouais. C'est un acteur social et économique extrêmement important. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. Dernière chose, on va repartir à Rome et finalement essayer de faire un premier bilan du pontificat du pape François qui est quand même extrêmement actif. Vous, en tant que correspondante sur place et envoyée spéciale, le pape ne cesse d'employer ce terme de corruption. Et par là, il entend corruption des esprits, évidemment, aussi bien que corruption au sens où nous l'entendons, nous, pour des raisons mafieuses, X ou Y. Mais est-ce que ce climat, on le percevait au Vatican ? Est-ce que ce climat de corruption, c'est le terme que j'emploierais, vous l'avez ressenti ou perçu? J'ai plus ressenti une forme d'incompétence du système qui était au bord de l'explosion. On l'a bien vu avec Vatilix. Corruption, c'est vrai qu'il y avait un certain nombre, vous savez que des cardinaux avaient par exemple beaucoup profité du jubilé, où il y a eu beaucoup d'argent qui ont été injectés à ce moment-là à Rome pour le jubilé, et on a vu qu'il y a eu des marchés, des garages, des souterrains qui ont été faits, on ne sait pas bien pourquoi. Voilà, c'est plutôt ça. Mais et puis alors, je ne sais pas ce qu'on appelle corruption, c'est aussi la famille. Vous avez ou le clan ou le village. Vous avez par exemple des postes au Vatican qui sont occupés par un village, donc qui se refile le truc, et à chaque fois c'est eux qui viennent faire la poste du Vatican, etc. Parce que quand vous êtes au Vatican, il faut savoir que vous êtes pas forcément très bien payé, mais que vous avez une bonne retraite, oui. Que vous avez une forme de ce qu'on appelle la carte verte qui vous permet d'acheter de l'essence, etc. pas cher. Voilà, vous avez pas mal d'avantages. Donc pour des petits employés, c'est quand même un bon job. Donc c'est voilà, corruption. Je ne sais pas où est-ce qu'est la corruption et où est-ce que sont les avantages qu'on se refile. Voilà. Clientélisme, disait Stéphane Carré. Alors en tout cas, voilà un pape qui visiblement entend agir pour réveiller l'institution religieuse et depuis le premier jour de son arrivée à la tête de l'Église catholique, il a commencé par mettre en place un gouvernement collégial, c'est une première, et affronte les dossiers douloureux de la corruption aux affaires de pédophilie. Le pape François affirme que l'Église doit s'ouvrir à tous ceux qu'elle a pu rejeter. Une apparente révolution qui s'appuie aussi, on oublie parfois de le dire, sur un maintien ferme des dogmes et des engagements moraux. Il vient par exemple de dénoncer ce qu'il appelle la pratique horrible de l'avortement. Laurent Hirsch. Cela n'a l'air de rien. Pourtant, ces 8 cardinaux réunis par le pape en octobre dernier constituent en eux-mêmes une petite révolution. Venus des 5 continents, ils forment le Conseil de la Couronne, chargé de réformer la curie, le gouvernement de l'Église.
C'est une première dans l'histoire. Le souverain pontife n'agit plus comme un monarque absolu et solitaire. C'est pour avoir un gouvernement de l'Église qui soit moins romain, pour ainsi dire, on pourrait dire, c'est-à-dire moins limité à une perspective centraliste et plus attentif aux attentes, aux sensibilités de l'Église dans les différentes parties du monde. Prochaine réunion dans un mois pour ce G8 pontifical, mais d'ores et déjà, le pape François a initié toute une série de réformes, tournées notamment vers un assainissement des finances du Saint-Siège. Il a créé différentes commissions. Une chargée d'enquêter sur la Banque du Vatican qui est suspectée de blanchiment d'argent, une commission pour enquêter sur les finances en général du Vatican, une commission pour augmenter les contrôles sur les finances et il y a peu de temps une commission pour la protection des enfants victimes d'abus sexuels. Élu pape en mars dernier, François, le 266e souverain pontife de l'Église catholique, s'est rapidement démarqué de ses prédécesseurs par des déclarations apparemment réformatrice. Dans l'histoire, certains ont affirmé que l'Église était juste, celle des purs, de ceux qui sont parfaitement cohérents, et que les autres devaient être éloignés. Ce n'est pas vrai. C'est une hérésie. L'Église qui est sainte ne refuse pas les pécheurs. Elle ne refuse personne. Premier pape jésuite de l'histoire, François se dévoile dans une longue interview sur le web en novembre dernier. Un entretien au cours duquel il appelle à accompagner avec miséricorde les divorcés, les femmes ayant eu recours à l'avortement ou encore les homosexuels. Un style radical, des prises de position fortes qui ne plaisent pas à tous les fidèles. Ce genre de déclaration, tout comme la façon qu'il a de s'habiller, avec des chaussures noires, en portant une croix en fer, ou quand il parle d'une église pauvre, ça lui a déjà apporté une certaine résistance et de l'hostilité. Jusqu'à présent, ces hostilités s'expriment sur le web. Ni les évêques ni les cardinaux ne parlent encore de ça. Mais on sait bien qu'il y a une opposition à sa politique réformatrice. Dynamique, excellent communicant, pour le magazine Time, le pape François est l'homme de l'année 2013. Idem pour cette autre revue, un titre phare de la communauté homosexuelle aux États-Unis. C'est l'homme qui, dans son attitude par rapport aux gens, par rapport aux fidèles, est différent, dans sa façon de prêcher aussi, dans des homélies très courtes que même ma gamine de 13 ans comprend et elle me dit « Waouh, génial !» et même ma gamine de 10 ans d'ailleurs, en disant « Papa, enfin je comprends ce que dit le pape ». Donc c'est le style qui a changé, mais dans le fond, détrompons-nous. C'est-à-dire, nous journalistes, il ne faut pas qu'on applique nos grilles de lecture classiques, occidentales, en disant tiens, voilà, ce pape va tout révolutionner l'Église, il va marier les prêtres, il va dire oui au mariage homo, tout ça. Mais non, mais pas du tout. Enfin, c'est pas du tout ça. Preuve, s'il en faut, de cette volonté pontificale, certes réformatrice, mais pas révolutionnaire. Récemment, le pape François a refusé catégoriquement toute ouverture sur l'ordination des femmes. Alors tout cela est très intéressant parce qu'il y a d'apparentes contradictions, en tout cas des choses successives qu'on peut voir. On a cette question, en les lisant, les cardinaux savaient-ils ce que François allait faire? Qu'en pensez-vous, Isabelle de Gomin? Je pense qu'il y avait quand même vraiment un carnet de route qui avait été fixé. C'est-à-dire les cardinaux ont vraiment choisi quelqu'un pour changer le système et notamment donner plus de pouvoir à ce qu'on appelle la périphérie, c'est-à-dire les évêques sur le terrain. Ils en avaient marre, ils n'en pouvaient plus de Rome qui voulait tout contrôler et qui contrôlait mal. Ils avaient le sentiment qu'il fallait qu'on leur donne plus de pouvoir, plus de compétences. Donc ils l'ont vraiment quand même élu pour ça. Ils l'ont aussi élu pour réformer la curie, ça c'est très clair. Donc mais il n'est pas là par hasard, il a bien été choisi pour faire ce qu'il fait. Ils sont peut-être surpris quand même par le train d'enfer. Ils sont très surpris par
pas tant le train d'enfer, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, il est âgé, hein, ce pape, donc il ne va pas rester longtemps, on sait bien. En plus, maintenant, on peut démissionner, c'est quand même la grande innovation de Benoît XVI. Donc il va démissionner dans 7-8 ans. Là, il a 18 ans à peu près, donc voilà, il va rapidement démissionner, enfin dans 5-6 ans, et il n'a pas beaucoup de temps. Non, moins le train d'enfer que le côté, effectivement, il a tout ce côté où l'Église doit être plus un lieu d'accueil, qui doit effectivement moins juger les personnes tout en condamnant les actes, et ça c'est très nouveau, enfin c'est très nouveau dans la bouche d'un pape, oui. Et donc du coup il entraîne l'Église sur une autre manière d'être dans la société, et ça c'est très intéressant. Il a dit par exemple l'Église doit être un hôpital de campagne, c'est-à-dire qu'elle doit être là où sont les gens qui ont besoin de l'Église, de la foi, etc., de miséricorde. Elle ne doit pas rester dans sa sacristie à juste dire des mots comme ça sert à rien. Elle doit être sur le terrain, elle doit être avec les gens, elle doit accueillir les gens. Donc ça c'est aussi nouveau, et ça je pense qu'il ne s'y attendait pas. Est-ce qu'il a de fait une opposition, enfin, est-ce qu'il dérange Oui, il a... Même s'il est là pour ça, si je puis dire. Il a peut-être deux oppositions. Il a une opposition, à mon avis, à Rome, à cause du travail de ce qu'on a vu, hein, de main propre qu'il est en train de faire. Et puis aussi, il dit beaucoup, il parle beaucoup de la corruption des prêtres, des prélats, etc. Et là-bas, il commence à avoir un peu marre. Ils disent, oui, on n'est quand même pas tous des mauvais. Donc là, il froisse un peu, il y va très fort quand même. Et puis, il a une opposition auprès des éléments catholiques les plus conservateurs. Et il me semble que l'opposition la plus importante, qui va être très intéressante à observer, c'est notamment aux États-Unis, tout un courant assez libéral au niveau économique, et qui aujourd'hui peut se sentir remis en cause par toutes ces positions qui sont des positions très antilibérales par rapport à l'économie, par rapport au capitalisme, etc. Et comme il a quand même une surface médiatique importante, là il peut influer, et on a vu, il a fait hier par exemple un message à Davos qui est assez intéressant. Il a fait un grand texte il y a un mois sur l'économie qui est très fort aussi. Et là, alors, c'est marrant, aux États-Unis, il commence à y avoir des discussions, mais finalement, c'est pas parce qu'il est marxiste ou pas. Alors, mais non, mais si. Enfin, ça commence un peu à faire peur de ce point de vue-là. Si le pape était marxiste, ça se saurait, non? Bah, je pense pas qu'il soit marxiste, mais voilà. Par contre, qu'il soit attentif, effectivement, oui, à une forme de justice sociale, ça me paraît évident. De justice sociale et de cohérence. Parce que à partir du moment où on veut s'attaquer à des grands fléaux comme la corruption, eh bien, il faut donner l'exemple. Et puis, sur le territoire, cette cohérence peut être utile pour trouver des alliés et convaincre des fidèles de passer de l'autre côté. Pour prendre l'exemple de la mafia, comment voulez-vous qu'un commerçant qui déjà s'il dénonce le racket, va être isolé économiquement, va perdre des clients, des fournisseurs, des banquiers, mais va trouver l'aide de l'état de droit qui aujourd'hui va lui mettre des gardes du corps, va essayer de l'intégrer dans un système de coopérative et va pouvoir quand même distribuer ses produits. Si en plus ce commerçant perd l'appui de l'Église, parce qu'il est croyant, comme on le sait, l'Italie, la France c'est pas pareil, si en plus il perd l'appui de l'Église parce qu'il est divorcé, excusez-moi, c'est deux coups de bambou, c'est trop. À partir du moment où la foi aide les gens à vivre, il y a des études qui démontrent que les gens qui croient vivent plus longtemps et ont moins de maladies graves. Donc, imaginez ce commerçant, imaginez la femme du mafieux qui décide de collaborer avec la justice, et qui donc elle arrive même à amener son mari à protéger ses enfants et faire sortir les mafieux du système. Imaginez qu'elle soit repoussée de l'Église parce qu'elle a pratiqué une fois l'avortement. Donc il arrive un moment, cette cohérence permet aussi d'avoir des actions concrètes sur le terrain et de récupérer du consensus auprès des populations. Eva Morletto. Le pape François, avant d'être pape, a été évêque, en Argentine notamment. Et donc, je pense que la curie savait très bien qu'il était un très bon communicateur, proche du peuple. D'ailleurs, ça a commencé tout de suite en prenant le nom de Francesco, qui est donc le saint proche du peuple. Mais il avait quand même bien démontré en Argentine qu'il n'était pas si progressiste que ça. Notamment, il y a eu un conflit avec Christine Kirchner. Donc, il était bien contre les mariages homosexuels, contre l'avortement, contre l'euthanasie. Et il y a eu, voilà, il n'a jamais pris clairement... Il s'agit de la présidente argentine. Oui, excusez-moi. Donc, il n'a jamais pris clairement position contre la dictature. Et finalement, il avait protégé, il avait protégé à travers les couvents jésuites, donc les prêtres qui pratiquaient la théologie de la libération. Ça, on le sait, mais lui-même ne s'est pas mis en première ligne. Donc, du coup, il est progressiste. Il dénonçait déjà les cartels de la mafia locale, hein. Oui, mais il a quand même, au niveau théologique, dogmatique, ce côté conservateur. Il ne peut pas être Che Guevara non plus. Il est pape. Oui. Voilà. Oui, mais il y a le dogme, il y a aussi dans le dogme la tolérance. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'exclure sous prétexte que la personne... Voilà. On passe
Et non pas au pape. On passe aux questions SMS. Est-ce le pape qui a invité François Hollande, puisqu'il va y avoir ça n'a rien à voir avec la mafia. Non, c'est François Hollande qui a demandé à être reçu par le pape, parce qu'il s'est aperçu qu'il était quasiment le dernier chef d'État européen à ne pas être allé voir le pape. Il s'est dit que ce pape était populaire, donc c'était pas si mal. Existe-t-il un lien entre la démission du précédent pape et la mafia? Non. Et les phénomènes de corruption? Non plus. Non, parce qu'on a beaucoup dit qu'il avait été très atteint, notamment par les révélations qui avaient été faites, Vatilix. Non, le lien, c'est qu'il s'est aperçu, avec la lucidité qui quand même le caractérise, qu'il était plus à même, lui, de gouverner et d'avoir cette force pour réformer l'Église. Il n'avait plus la main. Voilà. Donc vous pensez qu'il faut très simplement interpréter son renoncement comme celui d'un homme fatigué et âgé qui disait, comme il nous l'a dit d'ailleurs, je ne peux pas m'attaquer... Un homme lucide, je crois, oui. Le pape François va-t-il subir le même sort que Jean-Paul Ier, dont on dit qu'il a été assassiné à vouloir mettre son nez dans les finances du Vatican? C'est aussi notre période. Jean-Paul Ier, c'est les années 70, on est en pleine guerre froide. Oui. Le Vatican est au cœur de tout un système anticommuniste, on l'a dit tout à l'heure, avec la loge P2, avec des forces, des services de renseignement italiens, il y avait des rumeurs folles, il y avait des gens qui disaient c'est le dernier pape, enfin voilà. Il y a des complots, mais il n'y a pas des complots partout non plus. Mais voilà, on est dans une période où il y a des attentats d'extrême droite, d'extrême gauche attribués à l'extrême droite, enfin, on est dans une Italie en plein de bouleversement à l'époque, puisque c'était un maillon faible. En Europe, avec un parti communiste fort, ce qui explique la force de la démocratie chrétienne. Et ça explique aussi, en 92-93, des attentats, puisque le mur de Berlin n'existe plus, on n'a plus besoin de la démocratie chrétienne, et donc il faut changer les alliances entre mafia et politique. Le discours du pape Jean-Paul II, le 9 mai 93, arrive après la chute du mur. Ouais. Avant, il n'y a pas réellement d'idéologie contre la mafia. Eva Morletto? Mais c'est surtout la mafia qui a changé aussi, parce que par exemple l'Andrangheta qui était minoritaire, là on parle des années 70 où les intérêts de la mafia étaient complètement italiens. Là on a une Andrangheta qui a que 1/5 de ses intérêts en Italie et 80% de ses intérêts sont à l'étranger, sont dans les trafics mondiaux de cocaïne, sont dans des sujets qui dépassent même le Vatican. Donc, le pape est-il en sécurité au Vatican? Les gardes suisses qui le protègent sont-ils sûrs? C'est une vraie question, je trouve normal qu'on la pose. Et je vais laisser quelqu'un d'autre répondre. Alors, nos amis les gardes suisses, on peut compter sur eux? En fait, on n'est jamais en sécurité. Je veux dire, vu comme il a effectivement si les gardes suisses sont comme les banques suisses, on devrait être plutôt sécurisé. Non, mais il a choisi d'être dans une voiture décapotée. Il a choisi de s'adresser à la foule. Il a choisi de sortir quand il voulait. Il a fait ce choix de ne pas être toujours en sécurité. Et c'est très bien, de toute façon, personne n'est totalement en sécurité, même le président de la République. C'est juste. Vous voyez, les curiosités sont diverses. La loge P2 existe-t-elle toujours? Alors, en théorie, non. Non. Je rappelle que la loge P2 est... On rappelle en 3 mots ce dont il s'agit. Alors, la loge P2, Propaganda Due, est une loge à l'intérieur du Grand Orient, mais qui avait une particularité très très importante, qui est qu'on devait taire l'appartenance à cette loge, y compris au sein de l'obédience. Ce qui ne se fait pas d'habitude. Et ce secret assez... C'est très compliqué ces affaires de loge, hein. Ouh là là. Assez absolu. Non, normalement c'est relativement simple. Au moins, la discrétion au sein de la franc-maçonnerie se joue à l'échelle de l'obédience. Là, en l'occurrence, c'était carrément un secret absolu à l'intérieur de cette loge. Mais le plus grave dans cette histoire, c'est que c'était une loge subversive. C'est-à-dire qu'elle regroupait des gens d'horizons très différents qui ont du pouvoir, hommes politiques, services de renseignement, militaires, journalistes, des gens en capacité de conditionner la vie politique italienne, et elle a eu un rôle extrêmement important tout au long de la guerre froide. Elle est révélée dès 1982, cette loge. On trouve même le listing. Et comme la magistrature italienne fait parfois très bien son travail, il y a un procès. On découvre que M. Silvio Berlusconi appartient à cette loge. Celui-ci nie son appartenance devant le juge, ce qui lui fait être condamné. Car je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, c'était le seul objet de condamnation de M. Berlusconi. Aujourd'hui, elle est censée être dissoute, mais on a des enquêtes qui montrent qu'il y a eu des tentatives de recréer des loges, on va dire, comme ça, secrètes, déviées de leur objet initial.
pensez que c'est un fantasme ou que ça peut renaître de ses cendres, si je puis dire? Absolument. D'ailleurs, des éléments des services secrets déviés ou des éléments de la maçonnerie déviés, je veux dire, peut-être ça s'appelleront plus la Loggia P2, auront un autre nom, mais ça existeront toujours. Non, mais ça me faisait sourire ce qu'il disait Fabrice, parce qu'il disait Berlusconi était dans la Loge P2. Et donc Berlusconi, un peu comme Giulio Andreotti, a été accusé de tout, sauf peut-être de guerre avec Hannibal. Donc, un dernier mot là-dessus? La Loge P2, à l'époque, était subversive et affairiste. De nos jours, elle serait plus affairiste tout court. Existe-t-il un réseau mafieux au sein du Vatican? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une porte d'entrée objective et qui passait par exemple par la banque? Non, je pense pas organisée. Ça serait d'ailleurs une erreur. J'allais vous dire des mafieux en soutane, vous voyez ce que je veux dire? Non, je pense pas. Il y en a quelques-uns qui ont été happés par l'appât du gain, justement. Mais non, il faut quand même rappeler que l'activité principale de la Banque du Vatican, c'est pas la mafia, hein, c'est quand même d'aider des causes dans le monde et pour le développement. La question est plus mesurée que ça. Hein. Voilà, existe-t-il un réseau mafieux au sein du Vatican? Est-ce qu'on aurait pu imaginer un véritable entrisme? Vous dites non. Il y a des affaires, mais c'est pas structurel. Le Vatican est-il vraiment très riche? Est-ce que là aussi on fait... Qu'est-ce qu'on sait? Je crois que le problème, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. C'est le travail du pape François en ce moment, parce qu'il y a un grand patrimoine immobilier. Quand il y a eu les accords du Latran, et qu'il y a donc cet accord entre l'État, l'Italien... Il va publier tout ça, puisque apparemment, si j'ai bien compris, ces commissions quand même... Parce qu'en France, depuis la 4ème République, on sait qu'une commission, c'est fait pour que surtout rien ne bouge. Donc là, on a l'impression que c'est le... J'ai bien dit en France. Là, en Italie, les commissions sont disponibles sur Internet, y compris celles contre la mafia, la Loge P2, contre les attentats terroristes. Là, on a l'impression exactement du contraire. C'est des cabinets d'audit anglo-saxons, donc ils ont quand même une forme de transparence professionnelle. On a enfin, moi je me souviens quand j'étais journaliste, on ne pouvait jamais avoir les comptes de l'IOR, de la Banque du Vatican. Et quand on nous donnait le budget du Vatican, c'était alors à la fois en euros, en dollars, c'était n'importe quoi, on n'avait jamais rien. Là, pour la première fois, on nous a enfin donné les comptes de la Banque du Vatican. La chapelle Sixtine. Il y a aussi des richesses immatérielles. Oui. Enfin, immatérielles, mais parfaitement matérielles. Il y a surtout une polémique sur le fait que l'Église Vaticane a énormément d'immeubles et qui ne payent pas les taxes foncières, c'est-à-dire les taxes sur les immeubles. Donc il y a une énorme polémique qui se poursuit depuis un moment sur ça. J'aime beaucoup la prochaine question, parce que je me la suis posée moi-même, c'est qui peut ouvrir un compte à la Banque du Vatican? Toute congrégation religieuse, toute personne religieuse, et en fait tout, et c'est là où il y a le problème, je pense, toute personne qui travaille au Vatican. Donc ces fameuses personnes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc nous deux, on ne peut pas ouvrir. Enfin, vous pouviez quand vous y étiez? Non, moi je ne travaillais pas au Vatican, moi je travaillais pour mon journal. Oui, quand vous étiez accrédité auprès du Vatican. Ah oui, mais j'étais absolument pas une citoyenne du Vatican, etc. Non, je n'avais pas eu un petit carnet de chèques sur... Absolument pas, je vous le jure. Non, par contre, il fallait que je monte mon passeport à chaque fois. Par contre, tous les employés du Vatican, effectivement, et donc en fait, là, ils sont en train de s'apercevoir, ils sont en train de fermer des comptes, mais en fait, il y avait quand même un peu d'argent pour des retraités du Vatican, donc ils commencent à râler. Enfin, cette opération, elle est compliquée à mener quand même. Voilà un prêtre très courageux, il provoque la mafia au péril de sa vie. Est-il protégé? C'était bien entendu l'allusion à Don Giacomo qu'on voyait tout à l'heure dans notre reportage. Il est protégé, il a ses propres forces de protection, mais comme on l'a rappelé, il a décidé d'être un pape au contact donc de ses fidèles, ce qui fait qu'il a décidé d'enlever la capote, d'être voilà. Donc la question portait sur le prêtre qu'on voyait en Calabre. Hein. Ah oui, alors ils ont souvent des escortes. Ils peuvent aussi refuser de les avoir au quotidien, mais souvent ils ont des escortes quand ils sont menacés. C'est-à-dire que c'est la préfecture de police avec la direction départementale antimafia qui évalue les menaces et qui donne une escorte avec un nombre de policiers. Mais il y a aussi un problème financier, parce qu'il faut payer l'escorte en question. Donc ça pose un problème en Italie, beaucoup. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir sur ce thème du pape contre la mafia. Je vous cite simplement la dernière question à laquelle nous ne répondrons pas. Le pape François est-il le libérateur du Vatican? Voilà en tout cas les questions qui se posent désormais. 22h40 pour la rediffusion de cette émission. Merci d'y avoir participé. Merci vous de l'avoir suivi. Demain 17h45, nouveau C'est dans l'air et auparavant, Axel de Tarlet et son invité. Passez une très bonne soirée sur France 5. À demain. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.